L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Vous êtes sur Africable Télévision. Voici à présent les titres de ce journal. Déclaration hier après-midi à Niamey du réseau Paix et Sécurité des femmes de l'espace CEDEAO au regard de la situation préoccupante dans la région ouest africaine. Ces femmes ont décidé de manifester leur participation à la construction et à la consolidation de la paix au Niger et dans l'espace CEDEAO. Et puis cette parenthèse politique en Iran, la campagne pour la présidentielle est officiellement terminée aujourd'hui. 6 prétendants à la succession de Mahmoud Ahmadinejad et 50 millions d'électeurs pour faire un choix. Plus de précisions dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Déclaration du réseau Paix et Sécurité des femmes de l'espace CEDEAO hier après-midi à Niamey. Une déclaration relative aux attentats suicides d'Arlit et d'Agadez le 23 mai dernier. Au regard de cette situation préoccupante au Niger et dans l'espace CEDEAO, ces femmes ont décidé de manifester leur participation à la construction et à la consolidation de la paix au Niger et dans l'espace CEDEAO. Les précisions avec Sarki Aboubakar et Razak Abachi. Face aux récents attentats suicides au nord du pays et à l'incident douloureux intervenu à la prison civile de Niamey, les femmes nigériennes, notamment celles du réseau Paix et Sécurité de la CEDEAO, ne sont pas restées à la traîne. Convaincues qu'elles constituent les premières victimes, c'est dans une déclaration minutieusement orchestrée qu'elles se sont manifestées. Ces graves atteintes à la souveraineté, à la sécurité du Niger et des Nigériens commises par des forces obscurantistes ne sauraient être tolérées. Nous, femmes des organisations membres du REFECO Niger, soucieuses de la situation de vulnérabilité que vivent les femmes et les enfants au Niger et dans l'espace CEDEAO, encourageons les forces de défense et de sécurité et demandons à l'État de les renforcer davantage afin qu'elles puissent accomplir leur mission dans de bonnes conditions. Lançons une fois de plus un vibrant appel à l'État du Niger afin de mieux sécuriser toutes les zones du pays, particulièrement le nord. Interpellons la CEDEAO, les gouvernements des pays membres et la communauté internationale sur la nécessité de trouver des solutions urgentes au drame que vivent les populations de l'espace sahélo-saharien. Le réseau se dit également disponible pour la recherche de solutions durables permettant de promouvoir et cultiver la paix et la sérénité dans un contexte de tolérance ethnique, culturelle et religieuse. En déplacement dans la sous-région pour la pré-campagne, le candidat de l'UERD, Soumeila Cissé, s'est prononcé sur les négociations en cours à Ouagadougou, ainsi que la situation sécuritaire au Niger. Je vous propose de l'écouter au micro de nos envoyés spéciaux, Aminata Mariko et Moussa Bari. Il est évident que c'est des négociations, donc on ne peut pas rentrer dans tous les détails, mais il y a des principes sur lesquels je pense que tous les Maliens vont être d'accord. C'est un pays qui doit être unique, on ne peut pas avoir deux pays. C'est un pays dans lequel il ne doit y avoir qu'une seule armée, l'armée nationale malienne. C'est un pays laïque, tout ceci est important. Je crois que ces éléments ne sont pas négociables. Et puisque ces éléments ne sont pas négociables, il est évident qu'on doit trouver les voies et moyens pour que l'administration malienne et l'armée malienne soient présentes à Kidal. À partir de ces principes, de ces fondamentaux, je pense que tout ce qui est alentour peut être discuté et je pense que nous sommes sur cette voie-là. Aujourd'hui, le gouvernement est en train de faire quelques amendements et je pense et j'espère que très vite nous allons avoir la paix et la sécurité sur l'ensemble de notre territoire et que l'ensemble de notre territoire sera sous l'autorité du gouvernement de Bamako. Le Niger est une place à part. Le président du Niger a eu des positions très fortes sur ce dossier-là, a été l'un de ceux qui étaient convaincus dès le départ qu'il va falloir utiliser la force armée parce qu'il était convaincu qu'avec des groupes extrémistes, il n'y avait pas de négociation possible. Les derniers attentats au Niger prouvent que cela est vrai, que c'est quelque chose
laquelle le Niger lui-même devait s'attendre. Il est évident que c'est quelque part la démonstration que c'est un prolongement des conflits qu'il y a au Mali et que l'ensemble de la sous-région est confronté à ce problème-là, après le Mali, le Niger et peut-être d'autres pays. Cela nécessite forcément qu'il y ait plus de solidarité entre nos pays, que nos armées se mettent ensemble, que nous ayons des forces communes, des forces en attente, et que la lutte contre le djihadisme et les extrémistes doit être une lutte continue, que ce n'est pas l'affaire d'un seul pays, ce n'est même pas l'affaire d'une région, c'est vraiment une lutte mondiale. Volet politique toujours, cette fois-ci au Mali. Jeunesse et politique, c'est le thème d'actualité qui a été débattu au cours de cette conférence débat organisée par le regroupement des jeunes pour le développement du Mali. Un thème choisi dans le but d'éveiller la conscience des jeunes maliens à mieux s'impliquer dans l'action politique pour être des acteurs du changement. Je vous propose à présent d'écouter les organisateurs au micro de Mahmoud Kabadiakité et de Daouda Doumbia. En tant que jeunes, incarnant la véritable idéologie démocratique progressiste, nous devons absolument nous impliquer pour que demain soit notre tour, que demain soit un facteur pour nous, pour pouvoir influencer les politiques gouvernementales. Travaillant dans un dynamisme de cohésion, d'analyse, d'études, de réflexion, juste pour reconnaître la valeur compétitive sur le plan politique de la jeunesse de Bamako en particulier et celle du Mali en général. Un seul objectif, appeler à la conscience de la jeunesse malienne. Mali toujours, avec cette cérémonie d'ouverture des travaux du Conseil de direction élargi de l'administration des douanes. C'était ce matin à Bamako. Les travaux ont pour but d'évaluer les résultats obtenus de l'exercice clos, d'analyser et de planifier de nouveaux objectifs pour l'année suivante. Les détails avec Mahmoud Kabadiakité et Daouda Doumbia. C'est sous la présidence du ministre de l'économie, des finances et du budget que s'est tenu le conseil élargi de la direction générale de la douane malienne. Un rendez-vous traditionnel qui n'a pas pu avoir lieu en 2012 à cause des événements qu'a connus le pays. La rencontre permet d'examiner les activités inscrites dans le plan opérationnel de l'année écoulée, puis analyser et planifier de nouveaux objectifs pour l'année suivante. Pour l'exercice 2012, la direction générale a mobilisé avec le dédouanement des marchandises importées la somme de 297,4 milliards au titre du budget d'État. Et pour l'année en cours, elle compte rehausser ce montant à hauteur de 333,4 milliards de francs CFA. Ce résultat est le fruit du travail de l'ensemble des agents de douane. Pour l'atteindre, il a fallu un effort de tout le personnel douanier qui comprend de mieux en mieux que seule l'abnégation au travail, le respect de l'éthique professionnelle et de la déontologie professionnelle nous permettront de rehausser l'image du douanier. Un travail salué par le ministère des tutelles. Pour ces résultats appréciables, je vous adresse mes félicitations et celles du gouvernement. Je vous exhorte à persévérer dans cette voie. Ces résultats m'encouragent à exiger de vous plus d'efforts au regard de la situation actuelle de notre pays. À noter qu'au-delà des chiffres, la douane a enregistré également d'importants résultats, notamment dans le domaine de la lutte contre la fraude et la criminalité et la protection de l'espace économique national, du patrimoine culturel, de la santé et la sécurité des populations. Burkina Faso, les opportunités d'un contrat social, facteur réalité de la crise, c'est le titre que le ministère de la Communication du Burkina propose à propos des événements sociopolitiques qui ont ébranlé le pays mars 2011 suite à la mort d'un élève de Koudougou, ville située à une centaine de kilomètres de la capitale. En publiant ce livre, le département d'Alain-Édouard Traoré apporte sa contribution au devoir de mémoire pour les générations présentes et pour la postérité. Les explications avec nos correspondants permanents Joseph Paré et Jonas Bazier. Année 2011, février à juin, l'ordre sociopolitique burkinabé est troublé. Violentes manifestations de civils et de militaires. La tempête est passée, il faut consigner tout ceci dans un tout. Et c'est le service du porte-parole du gouvernement qui s'en est occupé. Cet ouvrage relate
tout ce qui s'est passé en 2011, et depuis le début et jusqu'à la résolution de la crise de 2011, le jeu des acteurs, les propos des acteurs, les actes essentiels et substantiels, mais aussi l'analyse. Et je crois qu'il était important aussi, au-delà des faits, d'analyser les facteurs, mais aussi de voir l'évolution dans des perspectives nouvelles et surtout les responsabilités des politiques par rapport aux événements. L'ouvrage, 128 pages, un rappel chronologique des événements, une analyse des causes, des perspectives. Cet ouvrage n'est pas une commande du gouvernement. Vous savez que pour la plupart du temps, les commandes du gouvernement, ce sont des documents qu'on édite sur place et on fait l'effort de distribution nous-mêmes. Et ce n'était pas l'objectif. L'objectif, c'est au niveau de la cellule du ministère de la Communication et qui a suivi la crise et qui a géré la crise. Nous, on était tellement au centre de la crise que nous ne pouvons pas l'oublier. Au plan national, il est disponible dans toutes les librairies et coûte au prix subventionné de 3 000 francs CFA. Mais déjà, il est très prisé à l'extérieur selon le ministre porte-parole du gouvernement. Actualité hors des frontières africaines avec cette parenthèse politique en Iran. La présidentielle, c'est demain. La campagne est officiellement terminée aujourd'hui. 6 prétendants à la succession Mahmoud Ahmadinejad et 50 millions d'électeurs pour faire un choix. Un scrutin qui pourrait se résumer à un bras de fer entre conservateurs divisés et réformateurs. Turban traditionnel sur la tête, barbe de mollah, à 64 ans, Hassan Rouhani, le candidat modéré, ne porte pas forcément le visage de la modernité. Et pour cause, il fait partie des piliers du régime. Il a tout jeune participé à la révolution en 1979, avant d'assumer longtemps des fonctions au Conseil national suprême de sécurité. Pourtant, ce religieux est le seul candidat des déçus du régime. Un candidat pragmatique, au cœur de son programme, l'amélioration du quotidien des Iraniens, le redressement de l'économie en pleine crise. Tout doit être fait dans l'ordre, mais le principal, c'est la production. Nous devons améliorer la production nationale. En face, pas moins de 5 candidats, un autre modéré et 4 ultra-conservateurs. Le grand favori, Saïd Jalili, est célèbre pour son intransigeance dans les négociations sur le nucléaire. Nous espérons que le prochain président saura résister et aller jusqu'au bout de notre politique nucléaire. L'autre grand rival conservateur, Mohamed Bagher Khalibaf, le maire de Téhéran, n'est pas un tendre non plus. Il est issu des gardiens de la révolution, l'armée du pays. Le cœur de notre diplomatie ces dernières années n'a pas été en mesure de réaliser nos objectifs en matière de politique étrangère. Tous ces candidats plus ou moins proches du président sortant Ahmadinejad ont été choisis par l'ayatollah Ali Khamenei en personne, le guide suprême iranien qui contrôle le régime d'une main de fer. Le choix se joue entre un Iran dépendant et un Iran indépendant. Nos jeunes ont été libérés de la dépendance toxique de l'ancien régime, libérés de la tutelle britannique ou américaine. Nous devons en avoir conscience. Une chose est sûre, la campagne en Iran aura été terne. Débats, meetings se sont succédés sans déclencher la ferveur populaire, celle qui avait fait croire à une véritable alternance politique en 2009, lors de la Révolution verte, avant qu'une répression brutale ne vienne briser le vieux rêve d'ouverture démocratique. Sur un tout autre registre, Edward Snowden, c'est le nom de ce ex-agent de la CIA à l'origine des révélations sur le système de surveillance électronique de la NSA. On le disait en fuite pour éviter une extradition? Eh bien, pas du tout. Il est toujours à Hong Kong. Il a donné une interview à la presse locale et il promet de nouvelles révélations. Atmosphère plutôt orageuse ce jeudi à Hong Kong. Devant le consulat des États-Unis, des manifestants expriment leur colère et sont venus soutenir Edward Snowden. L'ancien consultant de l'agence de sécurité américaine est toujours à la une ici. Nouvelle interview mercredi, nouvelle révélation sur le vaste programme d'espionnage opéré par Washington, programme qui visait aussi la Chine, plusieurs centaines de cibles parmi lesquelles l'université de Hong Kong. Ces secrets dévoilés nous apprennent des pratiques d'espionnage qui devaient durer plus longtemps. Dans les rues de Hong Kong, évidemment, les passants interrogés ont leur mot à dire, mais les avis sont partagés.
Je suis inquiète, on ne sait pas qui ils espionnent, qui est visé. Moi, je ne me fais pas vraiment de soucis, je suis un citoyen ordinaire, ça ne me fait pas peur d'être surveillé. En tout cas, cet incident décrédibilise les États-Unis. Les États-Unis qui récemment encore accusaient la Chine de cyberespionnage, sujet récurrent entre les deux pays, mais cette fois, la balle ou plutôt les arguments semblent être dans le camp de Pékin. Des arguments, le chef de l'agence d'espionnage américaine en a donné il y a quelques heures. Le général Keith Alexander, auditionné devant le Sénat américain, a tenté de défendre les programmes de surveillance de son gouvernement, qui, affirme-t-il, ont permis de déjouer une dizaine d'actes terroristes. Edward Snowden, lui, se cache toujours, fuyant une éventuelle demande d'extradition. Il a été vu pour la dernière fois à Hong Kong. À Pékin, on affirme n'avoir aucune information à fournir sur ce dossier. La Grèce est au ralenti, littéralement paralysée, conséquence d'une grève générale qui touche principalement les transports et l'administration. Débrayage accompagné de manifestations monstres dans tout le pays, c'est la réponse de la rue. La décision du gouvernement, il a supprimé hier des chaînes de télévision et des radios publiques pour faire des économies. Il y a des symboles auxquels on ne touche pas, la radio-télévision nationale en est un. Et d'avoir osé couper net la diffusion des programmes pour cause de lutte contre le gaspillage a mis la Grèce en colère. Une restriction de plus, une méthode autoritaire de plus. Aujourd'hui, le pays est donc en grève nationale. Et c'est devant le siège de l'ERT que des milliers de salariés soutenus par des anonymes se sont donné rendez-vous. Syndicats et opposants politiques sont de la partie et dénoncent la braderie de l'État. Nous demandons le retrait immédiat de ce décret ministériel. Nous réclamons que la télévision d'État rouvre ici et maintenant. Elle appartient au peuple et fait intégralement partie de la société. En signe de solidarité et de protestation, la Grèce tourne au ralenti. Gares vides, administration qui affiche porte close et avions cloués au tarmac. Même les hôpitaux et les écoles suivent le mouvement. Après 6 années de récession et une hausse continue du chômage, les Grecs n'en peuvent plus et tentent de rester solidaires, même s'il est difficile d'entrevoir la fin du tunnel. Je me sens concernée par la grève. Je suis d'accord avec eux. La grève ne concerne pas seulement la télé. L'ERT, c'est le sommet de l'iceberg. Je suis d'accord avec la grève, mais concernant l'ERT, à mon avis, les deux avis s'entendent. D'un côté, les employés vont être renvoyés. D'un autre côté, ils sont trop nombreux et le peuple doit payer l'addition. Au sein du gouvernement, on ne fait pas front. Les partenaires de gauche du Premier ministre de droite étaient contre la fermeture de la télévision et ses conséquences sociales. Cette mesure radicale et impopulaire pourrait avoir d'importantes répercussions sur la coalition gouvernementale et sur l'image de la Grèce. Retour sur les terres africaines, plus précisément au Mali, avant de refermer cette édition. Afin de faire la mise en œuvre du volet événementiel de leur programme, les membres de l'association Giving Back ont organisé hier une soirée cocktail à Bamako. Un dîner au cours duquel l'association a décerné des prix à certains de leurs partenaires techniques et financiers pour exprimer toute sa gratitude. Nadia Apeadi et Daouda Doumbia y étaient. Ils sont des Africains évoluant dans les clubs internationaux en Europe, aux États-Unis, en Asie et ailleurs. Réunis en association, ces joueurs sont revenus à leur source pour lutter contre le paludisme qui est quasiment devenu un fléau sur le continent. Il s'agit de l'association Giving Back fondée il y a 20 années par Babacar Sy, un Sénégalais d'origine. Giving Back, c'est une association que j'ai fondée il y a une vingtaine d'années en France pour aider à l'époque les jeunes Africains qui n'avaient pas la nationalité française, qui avaient du mal à évoluer dans les clubs de haut niveau. Donc pour leur donner des bourses scolaires et sportives aux États-Unis pour qu'ils se servent du sport pour aller le plus loin possible dans les études. Et on avait un peu un contrat moral en disant que si tu réussis, tu vas revenir un jour pour aider des petits frères. Notons que depuis 2008, Giving Back a porté son combat humanitaire sur la protection de l'enfance. Mais cette année, l'association a ajouté à sa préoccupation la lutte contre le paludisme en Afrique de l'Ouest. À la question de savoir quel est son regard sur l'Afrique d'aujourd'hui, cet international ivoirien répond. Il y a des similitudes et des grosses différences. Des similitudes dans l'envie, avec vraiment des joueurs ici qui donnent beaucoup dans le sport. Mais après, il y a des grosses différences au niveau des infrastructures et du professionnalisme. C'est vrai qu'en Europe, c'est beaucoup plus professionnel, où les infrastructures sont vraiment de meilleure qualité. Mais ici, il y a vraiment un très très gros potentiel à exploiter. Et je m'en fais pas pour le continent africain. Je pense qu'il est dans la bonne voie et a des beaux jours devant lui.
Au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de retenir que l'association Giving Back forme des élites sportives et scolaires à travers des activités socio-éducatives. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi et surtout merci de votre fidélité. Un clin d'œil à nos téléspectateurs de Port-Gentil au Gabon et de Bobo Dioulasso au Burkina Faso. Bonne suite de programmes sur Africa Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Afrique.